and without further ado, let me give the mic, if you have a mic, to Anne-Sophie Le Chevalier and her panel. Thank you very much. Alors bonjour à tous, on a pu déjà en discuter, mais les tentatives d'instaurer une taxation des grandes fortunes se multiplient à plusieurs échelles dans le monde. Le Brésil a porté le sujet sur la scène internationale en faisant un objet de discussion sur la table du G20. Il l'a aussi proposé dans son calendrier parlementaire national. Le sujet a aussi débarqué dans le débat public de plusieurs pays européens. En France, l'Assemblée nationale, après en avoir déjà longuement discuté lors de l'examen du dernier et interminable projet de loi de finances pour cette année, a voté une proposition de loi du groupe écologiste instaurant un impôt minimum sur les plus riches, proposition de loi qui arrivera au Sénat en juin. Parallèlement, le gouvernement a promis aux socialistes de remplacer la contribution sur les hauts revenus qui avait été votée dans le dernier budget avec un rendement anticipé de 2 milliards d'euros par un mécanisme anti-optimisation dont on ne connaît pas encore les contours précis. Pour en discuter, nous avons 2 députés français qui siègent ensemble à la Commission des finances, mais qui ne défendent pas tout à fait les mêmes positions. L'un, David Amiel, économiste de formation, a été conseiller à l'Élysée pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron et élu à 2 reprises comme député de Paris, représentant du parti Ensemble pour la République en 2022, puis à nouveau en 2024. L'autre, Éric Coquerel, est député de Seine-Saint-Denis, élu depuis 2017 et appartient au parti de la France Insoumise. Après un long engagement à gauche, il préside aujourd'hui la Commission des finances. Donc, ces 2 intervenants pour ce panel, l'idée, c'est de confronter les différents points de vue de force politique de la représentation nationale en matière de taxation des plus riches. Et notamment, déjà, commencer par voir si une action du législateur est, selon eux, nécessaire dans ce cadre. Donc, peut-être commencer par là. Éric Coquerel, est-ce que vous jugez nécessaire de changer la loi pour instaurer une taxation des plus riches et rétablir un impôt plus progressif ? Incontestablement. Alors, changer la loi ou permettre qu'un budget soit discuté jusqu'au bout et qu'on admette les majorités qui se dessinent à l'Assemblée nationale. Parce que je vous rappelle que la taxe dite Zuckman qu'on a votée effectivement sur proposition du groupe écologiste avait été votée aussi dans la partie qu'on a pu discuter des recettes à l'Assemblée nationale avant que d'abord le budget soit battu par une alliance entre l'extrême droite et le bloc central, et puis en plus soit après imposé par le 49.3. Donc c'est indéniable. Alors pourquoi il faut absolument, pour une bonne raison, je le dirai rapidement, c'est qu'on a des déficits qui augmentent. Je rappelle que c'était quand même l'objectif numéro 1, en gros, pour aller vite des différents gouvernements macronistes, et de réduire les déficits. Donc il y a un échec total puisque les déficits ont explosé et ces déficits, tout indique qu'ils ne viennent pas d'une hausse des dépenses publiques puisque les dépenses publiques sont à peu près stables par rapport au PIB depuis 2017, mais il y a une baisse très claire des recettes, et une baisse très claire des recettes qui a une spécificité, c'est qu'elle a l'avantage des plus riches. Je schématise, mais c'est à peu près évident, et des plus riches en plus qui sont les plus riches détenteurs des capitaux, avec un certain nombre d'aménagements fiscaux qui ont permis, suppression de l'ISF, la taxe, etc., d'avantager les revenus professionnels. Donc aujourd'hui, on se retrouve en gros dans une situation où, pour aller vite, le capital coûte trop cher. Voilà. On n'a plus les moyens des cadeaux fiscaux qu'on a fait au capital, surtout si on veut réduire les déficits, et plus encore, ça sera peut-être une question qu'on abordera tout à l'heure, si on veut se donner des marges de manœuvre pour, par exemple, investir dans la transition écologique, ne serait-ce qu'à la hauteur de ce que pensent les rapports tels que Pisani-Ferry, Mahfouz et autres, alors même que l'an dernier, on a baissé de 1,5 milliard les budgets liés à l'environnement. Donc on voit qu'on est loin du compte par rapport aux dizaines de milliards estimés d'ici 2030. Donc on n'a plus ces moyens-là, et à partir de là, il faut légiférer et aller rechercher ces marges de manœuvre, d'où notamment cette loi. Il y a d'autres possibilités. Je rappelle, et je terminerai là-dessus, que on avait, lorsqu'on avait voté la partie recettes, on avait été chercher à peu près 60 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Alors certes, certaines posaient très certainement des problèmes constitutionnels et autres, mais enfin, là-dedans, il en restait au moins les 2 tiers
que ce soit à travers le rétablissement de l'ISF, la suppression de la flat tax, les 2 taxes Zuckman sur les multinationales et sur le patrimoine et divers autres dispositifs permettaient d'aller chercher quand même plusieurs dizaines de milliards, et donc à la fois de réduire les déficits et de se donner des marges. Et je pense que cette question-là, elle va devenir encore plus cruciale à partir de la manière dont les taxes douanières sont relevées par Donald Trump, parce que la consommation populaire risque de baisser. C'est le feu de souvent, c'est là-dessus que repose l'activité de l'économie française. Et si le seul mode qu'on utilise, c'est la baisse des dépenses publiques pour résoudre les déficits, on va encore diminuer d'autant la consommation populaire et donc augmenter, l'effet récessif. Donc il faut aller chercher l'argent ailleurs, et plus que jamais, ça passe par aller chercher des recettes dans les poches de ceux qui n'ont peut-être pas autant besoin d'argent qu'ils ont aujourd'hui. Je schématise. Alors David Amiel, est-ce que vous pensez qu'il faut légiférer sur la taxation des plus riches ? Et deuxième question, est-ce que vous pensez qu'il faut s'autoriser à prélever des recettes supplémentaires alors que c'est un sujet qui fait débat dans votre famille politique ? Je répondrai oui à la première question, mais pas pour les mêmes raisons qu'Éric Coquerel, et donc ça nous amènera, je pense, à avoir aussi des propositions différentes. Donc je pense qu'il y a effectivement un problème en France, mais en réalité dans l'ensemble des économies mondiales, d'évasion fiscale des multimilliardaires, de la même manière qu'on a eu d'ailleurs le problème, on l'a toujours, avec les firmes multinationales. Et ça pose un problème politique très important, qui est le problème du consentement à l'impôt. Et on a en ce moment un débat sur la guerre commerciale qui est déclenchée par les États-Unis. Si on se ramène dans les années 90-2000, l'argument classique des économistes était de dire que le commerce international faisait des gagnants et des perdants, qu'en net, il accroissait les richesses, qu'il y avait donc plus de gagnants que de perdants, mais qu'il fallait être capable de redistribuer des gagnants vers les perdants, que ce soit de manière directe par des mesures fiscales, que ce soit par des manières indirectes, par les services publics, la formation, l'éducation, et ainsi de suite. Et la difficulté qu'il y a eu, c'est que dans le même moment, la mondialisation financière a entraîné, elle, une course vers le bas et donc une réduction de la capacité à taxer à la fois les firmes multinationales et les individus les plus aisés. Donc il est très important, si on veut sauver le système commercial international, d'être capable de retrouver une capacité de contrôle sur la question fiscale au niveau international. Les travaux de Gabriel, qui est au premier rang, ont été extrêmement importants et éclairants dessus. D'ailleurs, les deux, si je poursuis le diagnostic, sont évidemment liés, parce que moi, la manière dont je lis aussi les travaux qui avaient été faits il y a 1 an, 2 ans, d'ailleurs maintenant, je crois que c'était en 2023, oui, les années passent trop vite, par l'Institut des politiques publiques, montrait quand même bien qu'une partie des raisons pour lesquelles, dans les derniers percentiles de la distribution des revenus, on a une dégressivité de l'impôt, c'est aussi dû au fait que parmi les impôts que payent les plus riches par le contrôle effectif des entreprises, il y a de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés qui vient de l'étranger, où le taux d'impôt sur les sociétés est plus bas. Et donc évidemment, les deux sont liés. Et si on veut s'attaquer à la question de la fiscalité des plus riches, il faut aussi s'attaquer à celle des multinationales. Et donc les deux chantiers doivent avancer de pair. Là où j'ai en revanche un désaccord avec Éric Coquerel au niveau du diagnostic, c'est que je crois que si on doit s'en emparer, c'est d'abord pour une question de justice avant d'être une question de finances publiques. La raison pour laquelle on s'était effectivement opposé, si je taquinais Éric Coquerel, je dirais au vote conjoint du Nouveau Front Populaire et de l'extrême droite lors du budget de l'année 2024, c'est parce que dans grande hausse d'impôts qui avait été votée, d'abord la majorité était ou bien inconstitutionnelle ou bien contraire aux traités internationaux, mais surtout allait bien plus loin que les plus riches. Pour donner les ordres de grandeur, on a besoin, si on veut faire 3 choses, c'est-à-dire investir dans la transition écologique, investir dans la défense et réduire les déficits publics à un niveau qui permet de stabiliser au moins la dette publique au niveau du PIB, d'aller chercher quelque chose comme 130-140 milliards d'euros. Si on regarde l'instrument fiscal sur les plus riches, après on peut discuter, est-ce qu'il faut augmenter les impôts sur l'ensemble de la population ou des entreprises, mais si on regarde sur les plus riches, une étude qui avait été faite, je crois, par Terra Nova il y a 1 an, au moment des élections législatives, qui disait, en allant un peu au bout des curseurs, on peut aller chercher 15 milliards. Bon, 15 milliards sur 130, 140. Imaginons qu'on peut être beaucoup plus ambitieux, 25. Après, on verra si c'est pertinent politiquement ou pas. Le message essentiel, c'est que ça couvre qu'une petite minorité de l'ajustement budgétaire qu'il faut faire. Et donc, je crois qu'il ne faut pas
se tromper sur le fait que les choix économiques qui sont devant nous sont lourds, qui posent des questions dans beaucoup de domaines. On aura l'occasion d'y revenir, de croissance, d'emploi, de retraite, etc. Mais qu'on ne peut pas s'en débarrasser ou s'y soustraire en considérant qu'il suffit au fond de taxer les plus riches. Ça ne suffira pas pour réduire les difficultés de finances publiques françaises. Dernier élément de diagnostic, est-ce que ça suffit pour faire reculer l'extrême droite ? C'est quand même aussi une des autres grandes préoccupations du moment. Je ne le crois pas. Je pense que c'est nécessaire d'avancer. Je le disais au début, on y viendra dans les pistes. Mais je crois que les questions de croissance, de progression des salaires, on avait eu un débat d'ailleurs ici avec Jérôme Guedj sur cette question, je crois, il y a quelques mois. Les fractures territoriales sont tout aussi importantes pour expliquer le vote pour le Rassemblement national. Donc pas forcément la même hiérarchisation des objectifs, mais en revanche un consensus néanmoins sur la nécessité d'agir et de légiférer. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelles propositions, sous quelles échelles, quelles formes ? Alors peut-être commencer par les différentes options possibles, les différentes options qui sont déjà sur la table. Donc Éric Coquerel, vous avez voté en faveur de la proposition portée par les écologistes sur une taxe inspirée par les travaux de Gabriel Zucman. Est-ce que c'est ça le bon véhicule ? Est-ce que vous imaginez que ça doit se compléter avec d'autres dispositions pour le prochain PLF ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? Et peut-être un mot aussi sur ce à quoi le gouvernement travaille, à savoir ce mécanisme anti-optimisation. Ok, bon, déjà, juste une première réflexion. Je ne doute pas de la qualité de Terra Nova, mais moi, je conteste fortement l'idée que finalement, le gain pourrait être seulement de 15 à 25 milliards. Je rappelle quand même les chiffres qui sont incontestables. C'est que la part des 500 plus grandes fortunes de France par rapport leur patrimoine par rapport au PIB, elle est passée de mémoire de 25 à 42% depuis 2017. Donc, c'est une augmentation considérable. Ça a quasiment doublé. Bon. Or, la richesse nationale n'a pas doublé. Donc, à partir du moment où la richesse nationale ne double pas et qu'il y a seulement 500 personnes qui voient par contre leur patrimoine doubler, ça veut dire non seulement que ça se fait sur le dos de ceux qui produisent les richesses, mais ça se fait aussi justement sur des cadeaux fiscaux d'une ampleur telle qu'on voit bien qu'on n'est pas, pour le coup, on n'est pas seulement à un rattrapage possible de 15 à 25 milliards. D'ailleurs, la seule taxe sur les patrimoines, à elle seule, pourrait, selon les seuils qu'on met, mais enfin un minimum, rapporter au moins 13-15 milliards d'euros elle seule. Et il y a d'autres dispositifs, je l'ai dit, de suppression de retour à l'ISF, suppression de flat tax. On peut aussi penser à un impôt, à rendre plus juste l'impôt sur le revenu avec plus de tranches, etc., qui fait que globalement, moi, par rapport aux chiffres qu'a avancé à l'instant par David, je pense qu'on est plutôt de l'ordre de récupération possible de 60 milliards, tout en évitant les écueils constitutionnels ou présumés constitutionnels ou d'accords. Je pense qu'on est plutôt dans ce cadre-là. Alors, pourquoi l'attaque dite Zucman sur le patrimoine ? J'allais dire, par rapport à Gabriel, qui est au premier rang, d'ailleurs, c'est que les deux taxes qui sont proposées, mais on parlera peut-être de la seconde ensuite, se marient fort bien, c'est-à-dire celle sur les multinationales, parce que finalement, elle met le doigt exactement dans les problématiques qui nous sont aujourd'hui, sont devant nous depuis 2017. Ce à quoi on assiste, David citait une étude, une autre qui est intéressante, celle qui a été faite par l'IPP avec Bercy il y a 2 ans, qui montre qu'en réalité, en ayant justement donné des avantages fiscaux quasiment inédits aux revenus professionnels, aux revenus du capital par rapport à des revenus classiques, on était passé pour les 174 personnes les plus riches, vous m'excuserez, je me trompe peut-être exactement d'unité, enfin en gros c'est ça, on était passé pour ces personnes à une taxation environ de 25%, alors même, je crois que vous aviez fait un article dans Libération à ce moment-là, que les mêmes personnes taxées au niveau de l'impôt sur le revenu seraient à plus de 50% en réalité taxées, et le différentiel c'était à peu près 18 milliards d'euros perdus pour la puissance publique. Alors on ne peut pas faire exactement ce calcul-là, mais enfin ça donne quand même une idée du problème. Et donc la taxe sur le patrimoine, elle tape justement là. C'est-à-dire qu'en gros, elle explique que quelle que soit la situation, on s'assure quand même que ces ultra-riches payent 2% de leur patrimoine quand même en termes d'impôts, de façon un peu à rééquilibrer les choses par rapport à la situation donnée. Donc je pense que c'est une excellente taxe qui rapporte beaucoup,
qui est facile à faire, qui peut être faite même de manière unilatérale. On n'a pas besoin, contrairement à ce qu'on dit, d'attendre les décisions de toute l'Union européenne, parce qu'à mon avis, on attendra la Saint-Glinglin de ce point de vue-là pour l'appliquer. Donc je pense qu'effectivement, c'est une bonne mesure. Et ça me permet, ce n'était pas votre question, mais ça me permet de parler de la deuxième, peut-être qu'on en parlera après, qui est celle, elle aussi, qui tombe pile poil, c'est-à-dire celle sur les multinationales, parce qu'en réalité, c'est une réaction à la délocalisation des profits permis par les prix de règlement qui sont pratiqués et qui permettent à des entreprises, on le sait, finalement de déclarer leurs profits dans des pays à fiscalité avantageuse et donc par rapport au chiffre d'affaires qu'ils produisent dans tel pays. Et là aussi, je pense que c'est une taxe intelligente parce qu'elle va chercher justement la normalité en réalité de la déclaration des richesses, que ce soit celle des multinationales, qui en plus ont un avantage considérable par rapport aux PME, aux entreprises qui sont, elles, forcément, qui ont leur activité forcément localisée dans un seul pays, et puis par rapport aux ultra-riches dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, c'est, me semble-t-il, deux choses combinées, et à elles seules, elles vont déjà récupérer largement plus que l'argent dont parlait David tout à l'heure. Alors, est-ce que vous partagez une partie du constat ou ce ne sont pas les bons instruments? Je pense aussi que c'est nécessaire pour réduire les inégalités. Mais la question de la perte des recettes et du manque à gagner est corollaire avec l'augmentation des inégalités qui n'a jamais été aussi forte en France depuis très longtemps et justement due à la politique fiscale menée par le macronisme. D'abord, je voudrais répondre là-dessus en corrigeant un peu certains ordres de grandeur. Donc, pour revenir en gros, quelles étaient les mesures fiscales qui ont que vise Éric Coquerel? Bon, c'est la réforme de l'impôt sur la fortune, c'est le prélèvement forfaitaire unique. Si on revient là-dessus, sur ces réformes-là, c'est 3-4 milliards d'euros, sans effet économique induit. Après, on peut avoir un débat, évidemment. Moi, je pense que ça a eu des effets positifs sur l'activité. Éric va dire non. Mais si on prend chiffrage bête et méchant, c'est à peu près ça. On reprend mon ordre de grandeur sur l'équilibre des finances publiques à retrouver. C'est 3% du problème. 97% reste devant nous si on revient à François Hollande. Si on dit, très bien, si on dit on fait 15 milliards, option, on est beaucoup plus à gauche que François Hollande. Dans ce cas-là, on voit qu'on a encore 90% du problème devant nous. Si on dit on fait le programme qu'Éric a défendu cet automne, à peu près 57 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires. Là, pour donner un rappel historique, on est 3 fois plus élevé que 1981. Donc là, on ne peut même pas dire on est le gouvernement le plus à gauche de l'histoire de France. On est 3 fois plus que 81, qui se finit, comme chacun le sait, en 83. Et bien même dans ce cas-là, on a encore la majorité du problème de finances publiques qui est devant nous. Donc je pense qu'il faut quand même avoir un peu ces grands ordres macroéconomiques en tête. Ensuite, pour revenir au débat essentiel et sur les solutions à apporter. Il y a pour moi 2 problèmes identifiés sur la fiscalité des multimilliardaires. Le premier, c'est celui, et je remercie beaucoup d'ailleurs les travaux qui ont été conduits ici, parce que moi, ils m'ont appris cette difficulté-là, c'est la question des holdings, et notamment le contournement qui est rendu possible par l'usage des holdings personnels, qui est lié au règlement européen de la directive, enfin la directive plus exactement Murphy, qui d'ailleurs, mais comme il y a eu des meilleurs spécialistes qui, je crois, en ont parlé ces 2 derniers jours, pas dire de bêtises, mais qui, à mon sens, n'avaient pas été construites pour ça, n'avait plutôt été construite pour faciliter l'intégration fiscale des groupes européens, mais qui a été ensuite utilisée comme un moyen de contourner l'impôt. Donc ça, évidemment, il faut qu'on puisse y répondre. Il y a une manière mauvaise de le faire qui serait de recréer l'ISF, puisque ce que montre très bien aussi l'étude, c'est que l'ISF ne permettait pas de régler cette question-là. En revanche, de réfléchir à un mécanisme fiscal au niveau français qui permet d'avancer en attendant d'avoir une réforme de la directive Murphy au niveau européen, qui je pense doit aussi être un combat que l'on doit porter, me paraît intéressant. Moi, j'avais fait la proposition bien avant les accords avec le Parti Socialiste, et même avant, puisque c'était à l'époque de Michel Barnier. J'avais proposé de créer ce que j'avais appelé un filet fiscal. Donc, c'est effectivement d'avoir un mécanisme différentiel pour s'assurer qu'on ait une contribution minimale. Le chiffre qui est aujourd'hui mentionné est souvent de 0,5%. On peut avoir un débat sur les paramètres, mais qui consiste à s'assurer que effectivement la somme des impôts personnels regroupe au moins 0,5% du patrimoine hors biens professionnels. Je le dis tout de suite, comme ça on aura le débat ensuite sur les biens professionnels, je le sais.
mais ce qui permet de s'assurer que les holdings financières, qui sont au fond utilisées souvent comme un véhicule d'épargne par des multimilliardaires, un peu comme un compte en banque où on ne retire ensuite que le cash pour sa consommation de tous les jours, mais qui du coup n'est pas assujetti à l'impôt, alors que tout un chacun, quand il reçoit son salaire, il en consomme une partie, il en met une autre dans son livret A ou dans son assurance vie, elle est assujettie à la fiscalité, à l'impôt sur le revenu quand il le touche. Donc ça, c'est un problème qu'il faut qu'on corrige. Et vous Le mettez une gouvernement- notion de revenu économique, parce que c'est ce qu'on a vu Exactement, dans la donc première c'est session. Comment tout vous attrapez ça? c'est tout l'enjeu. Alors, on va pas rentrer, je suis un peu embarrassé parce qu'il y avait un débat qui m'intéressait beaucoup, mais je le regarderai sur YouTube juste avant sur les questions juridiques. Mais l'idée était effectivement de pouvoir partir d'une définition. Est-ce que c'est le revenu économique? Est-ce que c'est le patrimoine? Pour avoir en tout cas une assiette qui permet de s'assurer que les holdings financières sont bien dedans. En tout cas, ça, je pense qu'il faut qu'on arrive à le faire. Est-ce qu'il faut une taxe spécifique sur les holdings? Ce qui est un peu ce qui, à ma connaissance, a cours aux États-Unis, c'est peut-être une option aussi. En tout cas, je pense qu'il faut qu'au niveau français, on avance quand même sur cette question-là en attendant effectivement une révision de la directive Murphy qui doit être portée au niveau européen. Puis ensuite, il y a un deuxième problème qui n'est pas soluble dans ce débat sur les holdings, c'est la course vers le bas. Puisqu'il est évident que ce qu'on observe dans le domaine des multinationales, on l'observe aussi dans le champ des personnes physiques, c'est-à-dire une course à des taux de plus en plus bas entre les différents pays. On a eu ce débat qui a été porté au niveau du G20, qui s'était réuni au Brésil. Gabriel avait présenté ses travaux, la France les avait appuyés. Là, on a quand même une réflexion à avoir maintenant depuis l'élection de Donald Trump, parce qu'il est quand même à craindre que le G20 soit considérablement paralysé dans les années qui viennent par les États-Unis. Et je crois qu'on n'a pas besoin d'être un très fin géopoliticien, et je ne le suis pas, pour deviner que ce n'est pas exactement le chantier prioritaire de la nouvelle administration. Mais est-ce qu'on ne peut pas Donc avancer je pense qu'au sans niveau les européen, États-Unis? si on peut sans doute avancer avec d'autres pays sans les États-Unis, mais je pense surtout qu'il faut qu'on puisse avancer au niveau européen. Mais ça aussi, on a en tout cas rapatrié ces travaux au niveau européen. Mais ça, on aura, je pense, aussi l'occasion Sans d'y que ça revenir. atterrisse à la Saint-Glinglin, comme le disait Éric Coquerel, vous pensez en temporalité, c'est conciliable? Ah bah, je crois que les années écoulées donnent quand même pas mal de crédit aux personnes qui pensent qu'on peut avancer au niveau européen. C'est vrai que souvent, il y a eu le sentiment de ouais, quand on dit au niveau européen, c'est pour pas faire. Mais la réalité, c'est que quand je vois ce qui s'est passé sur l'emprunt commun, sur l'ajustement carbone aux frontières, c'est un de mes dadas, sur la réponse, y compris face aux évolutions de la position américaine sur l'Ukraine, on voit quand même que l'Europe a pris une vitesse dans sa capacité à réagir qu'elle n'avait pas il y a 15 ans. Et moi, je crois que c'est quand même un démenti aussi à tous les sceptiques qui disent toujours oui, l'Europe s'enlise. Moi, je trouve plutôt que depuis 3-4 ans, on voit beaucoup de dogmes européens classiques qui s'effondrent, beaucoup de victoires des thèses françaises sur un certain nombre de sujets. Et donc, je pense qu'on a quand même des bonnes raisons d'espérer. Et par rapport au filet sur lequel vous avez travaillé sous le gouvernement Barnier, par rapport à la contribution différentielle sur les hauts revenus qui est dans le budget et au futur mécanisme d'anti-optimisation, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment tout ça s'articule et qu'est-ce que vous voulez faire et quelles sont les différences entre ces trois Oui, ben dispositifs? le problème de la contribution différentielle sur les hauts revenus, donc celle qui a été votée dans le budget cet automne, c'est que elle n'inclut pas le principal mécanisme de contournement fiscal, qui est cette question des holdings. En réalité, ça s'assimile plus à une hausse du prélèvement forfaitaire unique dans un certain nombre de cas pour des personnes qui, parce qu'ils bénéficient de crédits d'impôt, se retrouvent en dessous du taux normal du PFU qui est à 20%, 17 et quelques si on compte en moins les prélèvements sociaux. Donc c'était une mécanique un peu différente et je trouve qu'il ne vise pas le problème principal. Pour moi, la difficulté principale n'est pas tellement l'usage qui peut être fait de crédit d'impôt. On peut avoir un débat, mais il y a par ailleurs des plafonnements qui sont faits pour ça. C'est vraiment cette question du contournement via le mécanisme des holdings. Et ça, la contribution différentielle actuelle n'y répond pas. Donc si on peut avoir un mécanisme plus pérenne qui permet d'y toucher, je pense que c'est souhaitable. Alors, vous avez cité l'un et l'autre plusieurs obstacles et plusieurs freins. Est-ce qu'on peut voir ensemble comment vous pensez qu'ils peuvent être levés? Donc, il y a la question des biens professionnels qui est un sujet de désaccord entre vous deux et qui pose aussi des questions sur l'efficacité de la taxation.
Il y a d'autres arguments qu'on entend régulièrement, qui sont dans le débat public, qui sont le risque d'exil fiscal. Est-ce que la France peut avancer toute seule si l'Europe, et a fortiori le G20, ne le fait pas? Comment vous vous situez par rapport à toutes ces questions? Moi, avant de rentrer dans l'ingénierie et la mécanique, faut quand même tirer un bilan, parce que j'entends bien ce que dit mon estimé collègue, mais il faut regarder le bilan de la politique qui est menée depuis 2017. Pourquoi elle a été menée? De quoi il s'agissait? Parce que quand on dit, par exemple, augmenter de cette manière les prélèvements obligatoires, ça serait la plus grosse augmentation, ça serait incomparablement plus haut que 80. Bon, mais sauf que depuis 2017, les recettes dans le PIB, elles ont baissé de 3 points. Voilà, ça a été une volonté, d'accord. La dépense publique, c'est à peu près stable. Les recettes ont baissé de 3 points. Et elles ont baissé de 3 points. Et là, on peut regarder par tous les bouts que l'on veut. On s'aperçoit que ça avantage le dernier décile, et plus encore le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire en gros les ultra-riches. Et là encore, je le maintiens, pas seulement posant des problèmes d'injustice, mais posant des problèmes d'argent qui manque, de liquidité qui manque à l'État. Bon, la politique qui a été menée, c'est cette politique de compétitivité et d'offres. Alors, ce n'est pas nouveau, elle a été menée déjà avant, mais depuis 2017, elle s'est très largement accélérée, qui voulait qu'en avantageant les capitaux, l'arrivée des capitaux dans le pays, on allait produire en gros de l'investissement et de l'emploi demain. Bon. Tout ça, il n'y a pas un chiffre qui montre que ça a fonctionné. Pas un. Le chômage va remonter à plus de 8% vraisemblablement à la fin de l'année. L'industrialisation, on nous disait le pays s'est réindustrialisé. La part des emplois industriels dans l'emploi total a baissé depuis 2017. Et là, on s'aperçoit avec les derniers chiffres que toute la production manufacturière va baisser également. La pauvreté a continué à progresser, et on s'aperçoit que les salaires eux-mêmes, en réalité, en termes de pouvoir d'achat, ont baissé. Ce qui a maintenu le pouvoir d'achat en ce pays, c'est les revenus du patrimoine. Donc tout ça est un échec flagrant. La politique d'offre et de compétitivité n'a pas fonctionné au moment même où, en réalité, elle va être justement encore plus interrogée par les positions de Trump. Donc avant de discuter comment on fait, il faut se dire qu'il faut le faire. Pourquoi? Parce que si on continue comme ça, c'est-à-dire si en gros on continue à avoir un système qui met de l'argent par la fenêtre. Quand je dis qu'il part par la fenêtre, c'est que le pari, c'était de faire en sorte que les avantages fiscaux qui allaient être proposés allaient être réinvestis dans l'économie. Ça a été surtout réinvesti en dividendes. On a multiplié par 2 les dividendes du CAC 40 depuis 2017, qui est à proprement parler la part des profits non investis, improductifs. Bon, donc si on continue comme ça, c'est-à-dire si en gros on met de l'argent au service d'une toute petite minorité avec des inégalités qui en plus sont difficilement acceptables dans un pays qui a, je pense, dans son ADN, notamment républicain, la question de l'égalité, ce qui explique aussi les différents mouvements sociaux qu'on a pu connaître, Gilets jaunes, etc. Si on continue comme ça, on va arriver non seulement avec le fait que les déficits vont continuer à augmenter, ce qui s'est passé, parce qu'au moins ils auraient été réduits. On aurait pu dire que sur un des objectifs que s'était donné Emmanuel Macron, ça avait fonctionné. Non, ils ont augmenté. Mais qui plus est, je l'ai dit tout à l'heure, et ce n'est pas un détail, parce que tu parlais de l'investissement en matière écologique. On va être d'accord au moins que là-dessus, on est à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire. D'accord? L'année dernière, je le répète, c'est moins, tu rigoles, moins 1,5 milliard l'an dernier en termes de politique environnementale, hein, alors même que Mahfouz, Pisani-Ferry-Mahfouz estime que c'est 37 milliards de plus, et que l'année dernière, I4C a fait une autre étude qui estime qu'il faudrait 50 milliards de plus d'ici 2030. Donc c'est un échec total. On n'a même pas réussi à dégager des marges de manœuvre pour ça. Bon, donc tout ça ne fonctionne pas. Donc il faut arrêter. Alors avant de passer aux attaques, on va laisser... Donc la manière d'arrêter, moi je veux bien qu'après on se donne toutes les raisons du monde pour dire ça c'est pas possible, ça on peut pas le faire, parce que la compétitivité, on va attendre l'Union européenne, dont je trouve que tu es bien optimiste pour m'expliquer en quoi, depuis quelques années, elle donne des preuves, j'allais dire, de sa capacité à agir, notamment sur le thème fiscal. Bon, le pilier 1 avance pas beaucoup. Le pilier 2, à mon avis, va être vite remis en question par Trump dans les semaines à venir. Donc je dis que si on ne prend pas de mesures drastiques qui inversent cette politique, alors même que les différentes statistiques qui viennent de sortir montrent que les entreprises françaises souffrent actuellement d'un problème de demande. Elles ne souffrent pas d'un problème d'offre.
ni de coût du travail. Elle souffre un problème de demande. Bon, je pense qu'on va se retrouver ici avec des chiffres qui seront encore moins bons dans un an. Donc, Éric déjà, Coquerel, on va déjà disons une chose, laisser répondre il faut David rompre Abial avec ça. sur ces points-là, et après on repasse. Je remercie Éric Coquerel parce que je partage la toute dernière phrase. Effectivement, l'économie française souffre moins de problèmes d'offres qu'il y a 8 ans. Et la raison, c'est que précisément les mesures qu'on a mises en place ont permis de déverrouiller cette contrainte-là. Tu disais, il y a eu des cadeaux fiscaux, etc. L'essentiel des baisses d'impôts, d'une part, c'était la taxe d'habitation. On pourra y revenir, mais enfin, pas exactement la taxe qui embête le plus les multimilliardaires. C'était plutôt la taxe qui frappait les classes moyennes et les villes populaires, parce que c'est là où le taux de taxe d'habitation était élevé. D'ailleurs, à Paris, on en payait très peu. Et puis, la baisse de fiscalité sur les entreprises. Ça, c'est vrai. L'impôt sur les sociétés, et puis la baisse des impôts de production, puisque la baisse des cotisations sociales, enfin la hausse des allègements de charges, aurait été réalisée sous François Hollande. Elle a été en sorte pérennisée dans le premier mandat d'Emmanuel Macron. Moi, je considère qu'effectivement, cette politique a produit ses fruits, notamment en matière, tu disais, de coût du travail. C'est la France n'a pas un problème de coût du travail. Elle en a moins un problème qu'avant, c'est vrai. Parce que quand on regarde par rapport aux Allemands, on a notamment beaucoup corrigé l'écart de coût du travail. Tu disais, il n'y a aucun chiffre qui montre que ça a marché. Enfin, le taux de chômage, il a baissé de 30% par rapport à 2017. C'est quand même pas rien, une baisse de 30% du taux de chômage. Tu dis, on a un problème de demande qui va faire que le taux de chômage va remonter. C'est vrai que cette année, on va subir une crise qui va peser sur l'emploi. Enfin, ce n'est pas exactement lié à la politique d'Emmanuel Macron, c'est plutôt lié à celle de Donald Trump qui va effectivement créer un choc récessif dans le monde entier. Mais si on regarde sur plusieurs années, parce que c'est sur plusieurs années qu'on se débarrasse de la conjoncture et qu'on voit les effets d'une politique, on voit quand même une baisse massive du taux de chômage. Tu disais cette politique était faite pour attirer les investissements. C'est vrai et ça a fonctionné de ce point de vue-là, puisqu'on voit qu'on est maintenant le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers. Et on a vu, tu disais, les parts de l'emploi industriel, enfin le nombre d'emplois industriels, lui, a cessé de s'effondrer, ce qui était quand même le cas pendant toutes les années 90 et 2000. Ensuite, pardon, du coup, j'ai un peu perdu le fil de là. Exposiez sur l'Europe, non, mais c'est vrai. Après, sur l'Europe, je pense qu'il faut assumer qu'on a. Non, mais sur l'Europe, comme sur la question économique, ça, on peut revenir sur les détails. On a effectivement une vision très différente avec Éric, au-delà de l'ingénierie fiscale ou technique. Effectivement, j'appartiens à une famille de pensée qui considère que le capitalisme a besoin, pour être régulé, de l'Union européenne. Et que c'est à cette échelle-là qu'on peut jouer nos forces dans la mondialisation. Éric appartient plutôt à une famille de pensée, mais il nous dira les choses, qui croit qu'il y a des ruptures possibles au niveau national. C'est un débat qui existait déjà. D'ailleurs, on parlait de 1981, ce n'était pas un débat nouveau dans la vie politique française, mais c'est sûr que là, il y a des différences qui sont assez profondes. Éric Coquerel. Non, déjà, sur les chiffres avancés, non, l'industrie manufacturière baisse, je te donne les chiffres, de 3%. Voilà. Et l'emploi industriel est passé de 16,4 à 15,4%. Parce que l'emploi total a monté. Oui, non, mais d'accord, mais il n'y a pas, y compris ça, les chiffres que je te donne ne tiennent même pas compte des plans de licenciement actuellement augmentés, parce que la productivité baisse du fait qu'il y a eu un taux de maintien de l'emploi qui était largement, j'allais dire, elle remonte depuis surestimé. Elle remonte évidemment, il commençait à avoir des plans de licenciement. Et je te ferai remarquer aussi que dans les emplois dont vous vous enorgueillissez, vous avez quand même presque 900 000 apprentis, c'est-à-dire une augmentation de multiplier par 3 les apprentis qui ne sont pas à proprement parler, on va dire, les emplois que vous comptiez mettre en avant quand vous parliez de création d'emplois. Mais tu as une part de CDI qui augmente. Voilà. Et quant à l'investissement de l'étranger, j'entends, mais j'entends bien. Sauf que moi, je suis habitué depuis Bruno Le Maire à ce qu'on nous présente une super réussite en termes d'industrialisation. On serait le pays dans lequel les investissements étrangers sont les plus importants. On regarde que en termes de nombre, oui, mais en termes de création d'emplois et de volume, non. On est tout juste dans la moyenne européenne. Donc, on nous présente tout un tableau idyllique des effets de cette politique qui ne tient pas la route quand on regarde les chiffres concrets. Donc, ça, c'est une première chose. Sur l'Europe, je réponds très vite. Oui, je suis d'une famille qui pense qu'on ne peut pas attendre des décisions, à je ne sais quel horizon. En plus, à partir du moment où les décisions européennes se font à l'unanimité sur les questions fiscales,
et qu'à un moment donné, la France peut prendre les devants. Je ne dis pas que la France peut le faire seule, mais que la France est un grand pays qui peut ouvrir des pistes, y compris dans le terme de coopération renforcée avec le nombre de pays européens qui pourraient le suivre, sur des questions fiscales. Et j'observe d'ailleurs que quelque part, quand vous attaquez le droit des chômeurs, vous vous préoccupez pas de savoir si c'est fait en Europe ou pas. Vous le faites de manière unilatérale en France. Donc, il y a des choses que nous pouvons faire aussi vis-à-vis de ceux qui ont largement profité de votre politique depuis 2017 parce qu'on a besoin de leur argent pour aller vite, sans attendre, j'allais dire, que au niveau de l'Union européenne, tout ça se met en branle. Alors, par rapport aux différents risques, dans les arguments qui sont souvent opposés dans le débat public, on a celui, par exemple, de l'exil fiscal. Est-ce que vous considérez que c'est un sujet ou pas, et comment vous pouvez l'éviter ? Au nom de l'exil fiscal, on peut pas créer quelque part les situations qui, effectivement, ne nécessiteraient plus d'exil fiscal parce que les ultra-riches payent beaucoup moins d'impôts. Ce n'est pas une solution, parce que l'argent qu'on perdrait éventuellement avec un exil fiscal, même si franchement les chiffres qui ont été donnés, les études qui ont été données entre les moments où on a supprimé ou rétabli l'ISF, sur la part des personnes qui partent de ce point de vue-là ou qui reviennent, c'est vraiment très à la marge en réalité. Bon, par contre, on sait l'argent qu'on perd en ayant fait entre guillemets des cadeaux fiscaux pour avantager ces personnes ultra riches qui aujourd'hui nous menacent de partir. Alors l'exil fiscal, David Amiel, est-ce que c'est notamment un argument qui est souvent porté dans votre famille politique pour dire qu'il ne faut pas forcément agir parce que ce risque est réel ? Comment vous le traitez, vous ? J'ai pas trop de doute que, d'ailleurs c'est même avant l'exil fiscal, qu'avec une augmentation de 60 milliards d'euros des prélèvements, là c'est évident qu'on déclenche une mécanique qui est non seulement l'exil fiscal, mais qui est en réalité la fuite des capitaux. Et d'ailleurs, et avec des mécanismes non, mais c'est là où restreints. Je veux dire, à nouveau, je pense qu'il y a des débats très, très, très importants, mais c'est important d'être cohérent. Et la cohérence mène ensuite, mais d'ailleurs je crois que Eric, tu n'étais pas favorable, sauf si tu me dis que c'était le cas, donc je ne veux pas au traité de Maastricht, etc. Donc je veux dire, si on va... pas favorable. Ouais, je m'en doutais. Donc si on va au bout de cette logique-là, non mais il faut dire les choses. Effectivement, tu as des fuites de capitaux majeures. La seule manière de le faire, c'est de rétablir des contrôles de capitaux au niveau national, et à la fin, c'est la sortie de la zone euro. Mais il y a une logique à ça. Après, on peut la juger bonne ou pas. Mais un programme de cette nature-là, effectivement, conduirait à un effondrement économique dans le cadre européen actuel. Et donc, si on veut pouvoir n'avoir ni la mondialisation sauvage, ni cette forme d'albanisation de l'économie française, je pense qu'effectivement, on a besoin de pouvoir avancer au niveau européen. Alors, sur la question qui est quand même centrale dans les débats sur cette question fiscale, qui est sur les biens professionnels. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, David Amiel, votre position et comment vous faites en sorte que ça ne ruine pas tout rendement et hypothèque pas tout rendement possible, vu ce qu'on sait maintenant des travaux scientifiques? Non, mais c'est pour ça que j'ai commencé par dire, j'ai eu l'honnêteté de dire que moi, je rentrais dans ce débat-là avec plutôt la préoccupation de la justice que celle du rendement budgétaire. Parce que je pense que le rétablissement des finances publiques ne passera pas d'abord par là, à moins effectivement d'avoir un choc fiscal qui ira bien au-delà de ces personnes-là et qui conduirait à un effondrement économique qui, par ailleurs, créerait évidemment des inégalités abyssales. Mais pour répondre à la question directe des biens professionnels, effectivement, je considère qu'il y a les biens professionnels ne sont pas, à mon sens, mais c'est là où j'ai une nuance avec la note qui avait été faite ici, un revenu économique. Le concept d'ailleurs de revenu économique n'existe pas en tant que tel. C'est une proposition qui est faite dans cette discussion-là, et je pense qu'il faut quand même les traiter de manière tout à fait différente d'une holding qui est par exemple constituée à des fins principalement financières et à des fins de contournement fiscal. D'ailleurs, chacun peut bien s'en rendre compte. Il est évident qu'une holding qui est utilisée pour loger des revenus que vous avez des entreprises ressemble beaucoup plus à un véhicule d'épargne que le fait d'avoir une entreprise dont la valorisation peut fluctuer en raisons diverses et variées. Ensuite, si on regarde ce qui se passerait si on décidait de taxer les biens professionnels. Bon, d'abord, il y a quand même un vrai problème d'illiquidité dans beaucoup de cas. Vous avez des fluctuations des valorisations qui peuvent être très importantes sans que l'entreprise dégage d'ailleurs des revenus. Prenez l'exemple qu'on prend beaucoup en ce moment de Mistral, mais vous pouvez prendre n'importe quelle grande entreprise de la tech. Vous avez souvent des grandes entreprises qui ont une valorisation très importante parce qu'il y a une promesse de revenus futurs.
mais elles font parfois pas de revenus, parfois même des pertes, parce qu'elles réinvestissent beaucoup. Si on décidait de les taxer à proportion de leur valorisation, ça voudrait dire qu'on contraindrait ces entreprises à sortir du cash pour payer des impôts qu'elles n'ont pas et qu'elles ne dégagent pas aujourd'hui. Conduirait ces entreprises à céder des parts à d'autres investisseurs, peuvent être d'ailleurs des investisseurs étrangers, et tout ça, je crois, n'aurait pas beaucoup de logique. Deuxième chose qui me paraît étrange, c'est que c'est donc du coup une fiscalité qui conduira les entreprises à verser plus de dividendes pour payer les impôts. On parle souvent du fait qu'il faut plutôt encourager les entreprises à retenir les dividendes pour investir. Je fais un petit clin d'œil d'ailleurs. La dernière fois qu'on a parlé de la directive mère-fille, c'était pour aller dans le sens inverse de ça. Parce que c'était la réforme qui a été portée par François Hollande, qui consistait à moduler l'impôt, payé par d'ailleurs les entreprises, fameux contentieux 3% sur les dividendes, qui disait en gros, l'entreprise payera moins d'impôts si elle réinvestit son bénéfice, elle en payera plus si elle le sort en dividendes. Là, on dit presque l'inverse, on incite à sortir de l'argent pour payer davantage d'impôts. Je trouve ça un peu contradictoire avec l'idée d'avoir un investissement à long terme. Et puis, troisième argument qui me paraît quand même assez important, on crée une différence fiscale entre les entreprises détenues par des personnes physiques et celles qui ne le sont pas. Une entreprise qui est détenue par une personne physique devrait payer plus d'impôts parce qu'elle serait considérée comme faisant partie d'un revenu économique qu'une entreprise qui est détenue par des fonds de pension qui, elle, aurait moins d'impôts à payer. Et donc là aussi, j'entends beaucoup parler du fait qu'il ne faut pas aller vers une trop grande financiarisation de l'économie. On aurait là une mesure qui conduirait à le faire et qui conduirait d'ailleurs probablement à changer assez profondément la gouvernance d'entreprises françaises en donnant plus de place à des fonds de pension, notamment des fonds de pension étrangers qui, eux, ne seraient pas assujettis à cet impôt. Et je conclurai simplement en disant que c'est quand même pas un hasard si cette question des biens professionnels a été écartée dès la naissance de l'impôt sur les grandes fortunes. On parlait de 1981. Le débat date de là, mais il y a peut-être eu un retour, donc je ne veux pas revenir... 80 83. Donc... Exactement, je ne vais pas revenir dessus, mais enfin, ça avait été dès 82, il y avait eu précisément un retour en arrière sur cette question des biens professionnels, pour ne rien dire de l'ISF qui, eux, les excluait complètement dès 1988. Donc non, effectivement, je pense que pour le coup, ce serait une très très mauvaise idée économique d'inclure les biens professionnels, et ça ne me paraît pas du tout répondre à la question de justice qu'on essaye de chercher. Éric Coquerel. Déjà, juste une petite remarque sur... si on augmente en gros les prélèvements obligatoires des ultra-riches, ils vont s'exiler. Il y a une étude très intéressante du comité pour les prélèvements obligatoires, CPO, d'octobre 2024, qui montre que quand vous montez considérablement dans les revenus des personnes, par exemple à 200 fois le revenu moyen, en réalité, la France n'est pas du tout en tête des pays européens en termes de prélèvements obligatoires. On est dans la moyenne, on est même derrière l'Allemagne, derrière les Royaumes-Unis, derrière la Belgique, derrière le Danemark, etc. C'est juste pour relativiser, parce que justement, à force d'avoir fait des cadeaux fiscaux à ces personnes, en réalité, on n'est plus aujourd'hui dans une situation où on pourrait dire que les prélèvements obligatoires sont plus importants et que donc ils auraient tendance à aller chercher de la lumière ailleurs et des moins de taxation ailleurs. Ça, c'est une première remarque. Il faut regarder ce qui concrètement existe, au lieu quelque part d'avoir soi-même un discours qui finalement légitime le leur, c'est-à-dire le leur, c'est d'être taxé toujours moins. Voilà, il n'y aura jamais de fin. Bon, il suffira de trouver un pays quelque part qui ne taxe plus du tout. Bon, on dira pourquoi vous nous taxez encore en France puisqu'on peut aller ailleurs. Bon, je pense qu'il y a une limite à ça et que la limite, c'est à un moment donné de prendre des décisions et y compris, je le dis, de prendre des mesures coercitives par rapport à des gens qui, comme Bernard Arnault, menacent alors même qu'une grande part de leur fortune se fait sur des produits made in France, avec quand même quelque chose qui est lié à la qualité française, menacent de partir si jamais on leur prenait un petit peu plus d'argent de manière infinitésimale par rapport à l'argent qu'ils ont récupéré. Je veux dire, pour moi, c'est inentendable. Et le fait simplement même de penser qu'ils seraient d'une certaine manière dans la légitimité de pouvoir le dire me dérange largement de la part de politiques. Bon, deuxièmement, qu'on s'entende, si on ne met pas les revenus, les biens professionnels, autant ne pas le faire. Parce que justement, la particularité de ce différentiel fiscal qu'on a depuis 2017,
c'est justement d'avoir pu faire en sorte qu'on transfère des patrimoines et des revenus personnels vers des revenus professionnels, en gros des biens professionnels qui sont en réalité fictifs, qui abritent en réalité de l'argent qui, en plus de ça, va être soit à son usage, soit à l'usage de ses enfants, etc., qui là touche la problématique de fortune toujours plus due à l'héritage plutôt qu'au travail qu'on peut avoir durant son vivant. Donc si on met pas les biens professionnels, mais ça ne sert à rien. Parce que justement, le fait de les mettre touche exactement ce qui a été fait depuis 2017. Donc voilà ma réponse. Après, je comprends qu'il y a toujours on va toujours nous avancer des raisons comme quoi il faut le faire. Mais dans ces cas-là, il faut se le dire entre nous. En réalité, on ne va pas du tout chercher à aller chercher de ce côté-là les recettes dont on a besoin. Bon, on va continuer, on va éventuellement prendre des mesures homéopathiques parce que quand même, c'est tellement évident dans la situation dans laquelle nous sommes et l'argent qui nous manque, que c'est insupportable, qu'on ait comme ça une accumulation de richesses au profit de quelques dizaines de personnes, encore une fois inédites dans l'histoire de ce pays depuis l'Ancien Régime, qu'il faut éventuellement accepter quelques mesures homéopathiques. Mais non, il faut revenir là-dessus. Et donc je pense que je suis radicalement en désaccord de ce point de vue-là, c'est qu'il faut évidemment inclure les biens professionnels dans les différentes taxes sur les ultra-riches. Alors, on a vu vos désaccords sur à la fois l'échelle, l'ampleur et même les modalités. Il y a néanmoins cet accord sur la nécessité d'agir. Et peut-être on peut finir par un obstacle que vous avez cité en filigrane, mais pas exploré. C'est est-ce qu'il y a un consensus politique dans une assemblée relativement fragmentée depuis l'année dernière pour agir sur ces sujets-là? Et moi, j'aimerais bien savoir comment vous sentez l'évolution des débats et comment vous observez l'évolution des positions des uns et des autres. Et est-ce que vous pensez, sur un sujet qui pourrait paraître assez consensuel et établi, est-ce que vous voyez la même chose dans le monde politique? De consensus, évidemment pas. D'ailleurs, le débat qu'on a depuis, mais sur le principe, près du... Non, mais oui, mais là, c'est un peu au-delà d'un principe très, très général. Je pense qu'on voit bien qu'il y a deux visions économiques entre Éric et moi qui sont très différentes. Mais c'est une surprise, je pense, pour personne. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans tout le débat, moi, je suis toujours très frappé par le fait que dans les discours qui sont tenus dans les bancs de la France insoumise, il n'y a aucun arbitrage. C'est-à-dire que, au fond, plus une mesure fait du rendement, mieux elle est. Donc là, c'est un critère assez simple. Et donc on se dit, oui, effectivement, il faut prendre tous les biens professionnels. D'ailleurs, on peut en prendre la moitié, et puis ça fera beaucoup de rendement, et ce sera encore mieux. Bon, il y a quand même la difficulté, je trouve, de la politique économique, mais c'est là où je reste un social-démocrate un peu indécrottable, c'est qu'il faut quand même trouver un équilibre entre la nécessité d'avoir du rendement budgétaire, la correction des inégalités et la nécessité quand même de sauvegarder l'investissement, la croissance économique qui par ailleurs servent aussi la justice, l'emploi et le dynamisme économique. Mais on a, parce que je m'inscris dans le cadre d'une économie de marché régulée, pas exactement le cadre de pensée qui préside aux propositions d'Éric Coquerel, et je respecte infiniment cette différence-là, mais qui est honnêtement une différence tellement profonde que je pense qu'effectivement c'est très difficile de trouver entre nous un consensus. Est-ce que peut y avoir ensuite à l'Assemblée des avancées sur ces questions-là? Il y aura effectivement des discussions. On sait très bien quel est le cadre de discussion du prochain budget. C'est un cadre de discussion entre le bloc central, les Républicains et le Parti socialiste. C'est ça qui forge le cadre de négociation du prochain budget, puisque Éric, sauf s'il nous l'annonce autrement, votera une motion de censure contre ce gouvernement. Le Rassemblement national fera sans doute de même. Donc quelle est la discussion avec le Parti socialiste et les LR dessus? Je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête dans l'idée d'avoir des mesures ciblées, notamment qui succèdent à cette contribution différentielle sur les hauts revenus qui avait été mise, elle, dans le cadre du dernier projet de loi de finances. Éric Coquerel, on a quand même vu une majorité se dégager à l'Assemblée assez large sur la PPL dont on a parlé, portée par les écologistes. Est-ce que le Sénat et le retour à l'Assemblée, les positions du gouvernement, est-ce que vous voyez un chemin possible? Déjà, je voudrais dire que l'idée, la caricature qui est faite de France Insoumise, je voudrais quand même réagir dessus. Parce que, bien évidemment, on a des propositions, mais je te fais remarquer une chose, c'est que
quand, par exemple, Jean-Paul Mattei, Modem, fait des propositions sur la taxation des dividendes qui ne correspondent pas au seuil qu'on imagine, on les vote comme un seul homme. Voilà, parce qu'on prend quelque part. C'est-à-dire que si le consensus, ou du moins une majorité, doit se dessiner, je donne un exemple, à taxer les dividendes sur un certain seuil inférieur à celui que nous, on estime nécessaire, mais qu'au moins, on va déjà aller dans le bon sens et on va ouvrir la porte, on le fait et on n'a fait que ça. On n'a fait que ça dans la discussion budgétaire. C'est juste un petit peu pour revenir sur la caricature qu'on aimerait dessiner de nous et qui laisserait penser que du coup, quelque part, on ne peut pas être majoritaire et que la seule majorité, c'est autour du bloc central qui prend le PS éventuellement ou pas. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une majorité possible sur un programme, sur des mesures qui, effectivement, changent considérablement la donne. Et d'ailleurs, encore une fois, la preuve, c'est qu'il y a une majorité pour la taxe Zuckman à l'Assemblée nationale. Bon, voilà, c'est ça, c'est la preuve du pudding, quoi. C'est qu'il y en a une. Il y en a eu une sur la plupart des mesures que j'évoque, avec parfois effectivement des seuils peut-être inférieurs, des durées peut-être inférieures, etc., par rapport à ce que nous produisions France Insoumise, mais qui allaient dans le bon sens. On les a votées. Et de ce point de vue-là, j'allais dire qu'aujourd'hui, dans l'Assemblée, il y a plus une majorité pour appliquer ce programme plutôt que celui maintenu pour d'offres et de compétitivité que vous proposez. La preuve, c'est que vous avez besoin du 49.3. Bon. Donc, je pense que ça, c'est une démonstration. Et pourquoi il y a ça ? Parce que je pense, il y a eu des élections, je vous rappelle, en juillet dernier, même si on n'a pas vu la traduction gouvernementale, ce qui pose un autre problème. Mais les programmes, et en tout cas les positions qui pouvaient aller dans le sens justement d'une plus grande justice sociale, fiscale, et voire sociale dans ce pays, je pense notamment sur la réforme des retraites, c'est largement majoritaire dans le pays. Et donc, l'Assemblée en est la traduction. Alors, la traduction parfois bizarroïde, c'est vrai, parce que ce n'est pas forcément les mêmes forces qui le votent, mais n'empêche, il y a quand même des choses qui, dans ce pays, sont majoritaires. Et notamment, je crois que la question de réduire les inégalités et d'aller chercher des recettes qui sont beaucoup trop du côté de la balance et dans un nombre extrêmement réduit du côté de cette balance, c'est très majoritaire dans le pays. Et c'est ça qu'on devrait, à mon avis, d'où on devrait partir. Donc, pour répondre à votre question, il ne peut pas y avoir de consensus. Ça bien sûr. Quelque part, ça serait étonnant. Par contre, il peut y avoir des larges majorités sur si on nous laissait, par exemple, si on supprimait le 49.3, moi, je mets sur la table le fait qu'on a un budget largement transformé à la fin à l'Assemblée nationale. Voilà. Merci à tous les deux. On va donner... alors... Non, mais simplement pour rappeler quand même les contours du Parlement, mais je pense que tout le monde l'a bien en tête. Si je taquinais Éric Coquerel, je dirais que moi je préfère... ensemble. Bien sûr, on passe beaucoup de temps ensemble, mais je dirais que je préfère quand même avoir besoin du 49.3 pour avoir une majorité que du Rassemblement national. Parce qu'en réalité, la majorité que tu dessines, et en plus je sais que je ne pense pas que tu le souhaites, enfin, cette majorité-là, c'est une majorité là, avec le RN. Si tu veux, je te fais la liste des lois que vous faites en train de faire passer uniquement avec le Rassemblement national. Pas le budget et pas les d'un prochain débat. Discriminatoire. Et donc, on donne la parole à la salle pour vos questions. Bonjour. Lucas, militant à l'association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne, plus connue sous le nom d'ATTAC. Je voulais poser une question à Monsieur Amiel. Déjà, merci pour votre débat. J'ai été très content d'entendre que vous vouliez mettre en place des taxes pour la justice fiscale. J'ai été étonné de voir que dans votre dernier programme, il était écrit que vous ne vouliez pas mettre d'augmentation de taxes pour les Français. Alors, considérez-vous les milliardaires comme non français ? Ou si vous avez changé d'avis, comment faire changer d'avis les autres personnes qui ne le sont pas ? Et enfin, considérez-vous un taux de 2% comme juste, sachant que je pense personnellement payer plus que 2% alors que je gagne bien moins que le salaire médian ? Merci. Sur les deux questions. D'abord, sur la première, je pense effectivement que le problème pour les multimilliardaires dont on parle n'est pas tellement la question des impôts qu'ils payent, mais plutôt de ceux qui ne payent pas. Puisque ce que montre quand même assez bien la note de l'Institut des politiques publiques il y a 2 ans, les travaux de Gabriel, c'est précisément que c'est plutôt un problème de contournement fiscal que de taux nominal de l'imposition. Donc, pour raccrocher ça à ce que vous disiez, effectivement, moi je suis très à l'aise de dire qu'effectivement,
On avait un programme qui consistait à ne pas augmenter les impôts, en revanche de s'assurer que les impôts qui sont censés être payés le sont bien par tout le monde. Ensuite, en ce qui concerne le taux d'imposition 2%, 0,5%, on voit d'ailleurs que la proposition on voit très bien que l'idée de revenu économique, qui en réalité correspond partie au patrimoine, puisque c'est l'assiette qui est sous-jacente à ce taux de 2, n'est pas exactement comparable à un revenu salarié. C'est la raison pour laquelle Gabriel ne propose pas, sauf erreur, un taux à 45%, ce qui serait le taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu. Donc le taux qui est en discussion, il est quelque part dans ces eaux-là. C'est vrai que au niveau international, je pense que le taux de 2 est une bonne référence. C'est d'ailleurs le cadre un peu des travaux. On a le débat sur les biens professionnels, je n'y reviens pas. Ça, c'est un autre débat sur l'assiette. En revanche, je pense qu'effectivement, au niveau français, il faudra sans doute viser un taux plus bas, taux de discussion qui est autour de 0,5. Mais ça, on a besoin d'avoir un peu des paramétrages, des chiffres. Moi, je ne les ai pas encore. On attend un peu les résultats aussi des travaux qui seront menés d'ici au prochain projet de loi de finances. Bonjour, Grégoire Landoyer pour l'AFP. J'aurais une question. Déjà, merci pour ce débat. J'ai une question plutôt pour David Amiel. On a vu hier et ce matin que la grande majorité des revenus des multimillionnaires provenaient des biens professionnels et que donc il était quasiment impossible de réellement taxer les milliardaires sans toucher à ces biens professionnels. Donc ma question, ce serait, qu'est-ce que vous proposez? Enfin déjà, est-ce que vous êtes pour ou contre la régressivité de l'impôt pour les plus riches? Et si vous êtes contre, qu'est-ce que vous proposez pour remédier à cette régressivité, alors que l'état de la science semble dire que c'est pas possible sans toucher aux biens professionnels? On va pas refaire, on peut refaire tout le débat de l'heure écoulée. D'abord, je considère effectivement que les biens professionnels ne sont pas stricto sensu un revenu économique. Et c'est le débat de définition, un débat de principe qui nous occupe. Je considère en revanche qu'il y a des formes de revenus qui échappent à l'impôt, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'on s'attaque à la question des holdings au niveau européen, au niveau français, par revenir sur l'ensemble de la discussion qu'on a eue, et que c'est de cette manière-là qu'on pourra répondre à la question fiscale sur les multimilliardaires. Mais effectivement, je ne considère pas que dans le cas, par exemple, prends l'exemple de Mistral, voilà, quelqu'un qui a Mistral, parce que la valorisation a beaucoup augmenté depuis 3 ans, je ne sais même plus quand elle a été créée, on peut dire que le revenu économique de la personne qui le possède, alors même que la boîte n'a dégagé aucun revenu, aurait explosé considérablement. On considère que c'est un peu fictif et que d'ailleurs imposer cela conduirait à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à l'inverse de ce qu'on veut pour l'économie, c'est-à-dire renforcerait le court-termisme en réduisant les incitations à investir, en obligeant à la sortie de cash et au paiement de dividendes, et par ailleurs augmenterait la détention des entreprises françaises par des fonds de pension qui, elles, ne seraient pas assujettis à cet impôt. Et c'est quand même un grand paradoxe que d'avoir cet écart entre les deux types de propriétaires. Non, parce que je pense qu'elle est valable quand bien même on a ce désaccord sur les biens professionnels, mais je n'ai pas vu les simulations des 2 derniers jours. En revanche, je conteste la considération des biens professionnels comme un revenu. Good morning. I'm Supriyo Day from the International Monetary Fund. Just listening into this wonderful debate. Thank you so much for sparing your time and informing us of this. I found something very interesting that you both of you maybe touched upon, is the idea that irrespective of whether you call it G20 or otherwise, maybe you could form a coalition of the willing to move forward with tax reforms, irrespective of whether some other large economy joins up or not. And with, I think, France and Brazil taking steps, do you think, how long do you think it takes, and how much do you think there is a possibility of that? B, regarding the migration of
ultra high net worth individuals, billionaires, whatever you call them, in response to taxes. We do understand that some of them go to small open economies, sometimes called tax havens. So if you have a coalition of the willing like that, how do you think you could tackle the tax havens which sort of very explicitly try to attract for tax residency purposes such high net worth individuals? Thank you. Alors, merci pour la question. Déjà un premier problème qu'il faut lever, et qui n'est pas le moindre, c'est qu'il y a des paradis fiscaux qui ne sont pas dans la liste des paradis fiscaux et qui sont en Europe. Bon. Et qui sont pile poil au cœur du sujet qui est le nôtre. Notamment, par exemple, sur des taxes sur les multinationales, sur la délocalisation de leurs profits en Irlande ou ailleurs. Bon. Donc il y a un certain nombre de pays. Et donc ça révèle tout le problème de l'Union européenne. Je disais tout à l'heure, il y avait le débat avec David, c'était de dire, en gros, est-ce que moi je pense que le seul levier, c'est l'Union européenne ou pas. Moi, j'ai rien contre le fait que l'Union européenne puisse être un levier un jour. La seule différence, c'est que je dis qu'on ne peut pas les attendre à partir du moment où, en plus, le verre est dans le fruit, c'est-à-dire un espace économique, politique, qui permet un libre-échange total, mais qui n'a pas d'harmonisation fiscale. Bon, à partir de là, il y a tout le dumping est possible. Donc déjà, c'est ma première réponse. Et ça, je dois dire que tant qu'on ne réglera pas cette question, et je crains qu'on ne la règle pas avant longtemps, puisque là, il y a la règle d'unanimité qui est requise, de faire en sorte que des pays puissent pas être comme ça, être des pays à fiscalité, ça passera inévitablement par des régulations au niveau. Alors, si possible au niveau international, il y a le pilier 2. Bon, sauf que, je parle sous le contrôle de Gabriel, j'avais cette discussion avec lui hier, le pilier 2 risque d'être mort-né dans quelques semaines. Du fait en fait, en réalité, du fait que les Américains se désinvestissent. Alors, et le pilier 2 aurait pu commencer un peu à arranger les choses, et encore de manière très... le pilier 1, à mon avis, lui, je pense qu'il est plus que mort-né. Il est, bon. Mais on voit bien que si on attend ça, c'est pas possible. Donc la réponse que je vous fais, c'est qu'à partir de là, il faut y aller, même d'un point de vue national. Et pour répondre, du coup, ça va me faire permettre de répondre à votre première question. C'est que moi, je suis absolument certain que si la France le faisait, elle trouverait des partenaires au niveau international pour aller dans le même sens. Autrement dit, quand je défends le fait que la France ouvre la voie, je parle bien de la France ouvre la voie. D'accord ? Bon. C'est-à-dire qu'on se serve de l'exemplarité et du fait qu'on est plus écouté qu'on pense au niveau international. Il suffit des fois de se balader pour voir que les décisions prises en France, on ne considère pas que c'est un pays nain dont les décisions n'ont aucune importance. Pour essayer d'aller trouver des partenaires dans la même voie. Peut-être pas l'ensemble des pays européens, par exemple. On pourrait penser à des coopérations renforcées fiscales de ce point de vue-là, mais également, et vous avez raison de le dire, des pays de l'autre côté de l'Amérique latine, etc. Bon, voilà, donc je pense que c'est ça le bon système, c'est-à-dire voir ce que nous, on peut faire, l'enclencher et chercher des pays avec lesquels on peut s'entendre pour essayer d'engager une politique. Si c'est toute l'Union européenne, j'en serais ravi. Je vous ai dit les limites que je pensais à cette affaire et le fait que je n'étais pas pour l'attendre. Mais c'est bien évident. Et je crois, ça me permet de le dire, c'est que je crois qu'une partie de nos discussions, quelque part, vont être accélérées par ce que fait Trump. Voilà. Pourquoi ? Parce que dans la réaction par rapport à l'augmentation des tarifs douaniers, il y a deux réactions aujourd'hui. On voit qui sont, à mon avis, les deux des impasses. Il y en a une qui est de dire on va négocier avec Trump. Bon, c'est-à-dire, en gros, on va accepter d'acheter plus de produits américains, à commencer par l'énergie, les armes, etc., de façon à abaisser les tarifs douaniers que nous fait les États-Unis. Et la deuxième option, c'est éventuellement la réciprocité d'augmentation des tarifs douaniers. Je pense que les deux sont une erreur. Voilà. Je pense que c'est une erreur de faire la réciprocité, tout simplement parce que c'est notre consommation populaire qui va souffrir avant celle des États-Unis de cette situation. Je pense que vous avez vu, c'est l'OFCE, je crois, qui produit des chiffres actuellement qui expliquent que si on ne bouge pas par rapport aux tarifs douaniers imposés par Trump, on aura une baisse de croissance de 0,2% en 2025. Si on bouge, si on fait la même chose réciproque, ça sera une baisse de croissance de 0,4%. Donc je pense que l'alternative à ça a commencé par ça.
au-delà d'une politique, moi je suis pour un système de protectionnisme solidaire, mais sur le long terme, mais je pense que ça va être d'aller taxer les GAFAM, ça va être d'aller taxer la tech, ça va être d'aller taxer les entreprises de services américaines, c'est-à-dire celles en les taxant qui nous donneront des marges de manœuvre et qui auront là véritablement un impact direct sur les États-Unis sans toucher notre consommation populaire. Je pense que ça va, sur la question de taxer les multinationales, ça va accélérer du coup, à mon avis, le débat. En réaction très, très rapide là-dessus, d'abord, moi, je ne crois pas du tout, malheureusement, à l'argument du leadership moral, parce que je crains que le monde ne soit plutôt celui des rapports de force, y compris dans leur dimension la plus cynique. Donc je pense que pour imposer nos valeurs, nos principes, il faut parler ce langage-là. Ensuite, ce que tu dis sur Trump, j'en partage une partie. Moi, j'avais écrit il y a 1 mois et demi un papier assez long dans Le Grand Continent pour détailler d'abord pour dire que Trump ferait la guerre douanière. À l'époque où tout le monde pensait, enfin beaucoup pensaient qu'il n'oserait pas. Je pense qu'il faut prendre Trump au sérieux parce que malheureusement l'expérience montre qu'il dit plutôt ce qu'il fait. Qu'il fait plutôt ce qu'il dit. Et puis l'expérience montre aussi avec le Canada et le Mexique qu'il répond quand même au rapport de force. Et donc on avait détaillé avec un économiste qui s'appelle Shane Valley un certain nombre d'instruments de réponse. Et là où j'avais un point d'accord avec toi, c'est que je crois très profondément qu'il faut tenir une riposte et qu'il y a des moyens de riposter qui ne frappent pas la consommation populaire européenne. On parle beaucoup des GAFA, il faut le faire, je soutiens complètement cela. Je pense qu'on ne parle pas assez du secteur financier. Et moi, ma conviction, c'est que le secteur financier, on a une carte beaucoup plus importante en réalité à jouer que les services numériques, à la fois d'ailleurs sur les banques américaines, sur la capacité des fonds américains à lever de l'épargne en Europe. Je pense qu'il faut restreindre la capacité des fonds américains à lever de l'épargne. Ça, c'est des autorisations qui sont délivrées par la Commission européenne pour les plus geeks d'entre nous. C'est la directive AFIMD. On a d'autres instruments qu'on doit pouvoir activer pour restreindre drastiquement les exportations d'épargne européenne vers les États-Unis et l'opération des acteurs financiers américains en Europe. Ça ne touche pas du tout la consommation européenne. Ça aurait plutôt un effet d'ailleurs bénéfique si ça relocalisait une partie de notre épargne. Et par ailleurs, on a des acteurs financiers européens qui sont tout à fait capables d'utiliser l'épargne européenne en substitution des acteurs américains. Donc je pense qu'on a, contrairement d'ailleurs à certains aspects du numérique, X, on s'en moque un petit peu, Facebook aussi. Bon, c'est vrai que Microsoft, on n'a pas forcément d'alternative immédiate pour un certain nombre d'usages du cloud, mais dans le cadre financier, je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Et moi, je suis assez déçu, je continue à porter cette parole-là, je trouve qu'on ne met pas assez l'accent dessus. Et puis, dernier élément, pour faire le lien avec la question fiscale, moi, je crois que dans toute la réponse européenne des prochains mois, un grand emprunt nouveau est indispensable. Je pense qu'en réalité, sans un nouveau grand emprunt, à la fois pour les questions de défense, et j'y tiens beaucoup, pour les questions qui ne s'y résument pas, et notamment les questions d'innovation et de transition écologique, parce qu'on n'a pas de substitut au grand emprunt du Covid, Next Generation EU, il faut absolument qu'on lance un grand emprunt. Il ne peut pas y avoir de grand emprunt, c'est là où je suis d'accord, ça arrive toujours, avec les Allemands, sans ressources propres. Parce que sinon, c'est vrai que se faire un grand emprunt sans donner même une indication de la manière de le rembourser. Et je pense que dans le débat qu'on doit avoir sur les ressources propres, il y a évidemment la taxe carbone aux frontières qu'il faut refonder, mais je n'ouvrirai pas ce débat maintenant parce que sinon vous allez me regarder avec des gros yeux. Mais je pense que la question de la fiscalité des multinationales et des ultra-riches doit être reprise dans ce cadre-là de la manière de financer un grand emprunt qui est vraiment indispensable à la fois pour notre économie et pour notre défense. Et donc là où je partage un point de diagnostic avec toi, c'est que je pense que ce que fait Trump doit être un grand accélérateur sur un certain nombre de sujets. Merci beaucoup pour ce débat. Donc pour rebondir sur le dernier point de la meilleure réponse possible à Trump, si on part du principe qu'il faut un taux minimum d'imposition sur nos milliardaires, nos grandes fortunes, pourquoi pas aller plus loin et dire, bon bah après tout, il y a les milliardaires des autres pays, une partie de leur richesse provient de l'accès au marché français, au marché européen, parce que en réalité, l'essentiel de leur fortune vient de la détention de sociétés multinationales qui font une partie de leurs ventes en France et dans l'Union européenne. Donc en toute logique, et c'est d'ailleurs ce qui était dans le pilier 2 de l'OCDE, il faudrait que les pays qui imposent un taux minimum d'imposition sur leurs milliardaires viennent aussi taxer les milliardaires étrangers dans la mesure où ces derniers ne sont pas
imposées dans leur propre pays. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que Trump pourrait constituer un accélérateur de tout ça. Et si on pousse plus loin cette logique, on pourrait dire, finalement, si on est prêt à riposter sur les GAFAM, sur les services financiers, pourquoi ne pas aller plus loin et venir taxer les grandes fortunes américaines qui détiennent ces entreprises? Est-ce que la bonne réponse, finalement, c'est pas des tarifs pour les oligarques américains, et puis ceux des autres pays? Si. Mais c'est pour ça que je pense que, et je suis d'accord avec toi sur tu parlais de taxation sur les questions financières. C'est pour ça que je disais que ça allait vite, est un accélérateur du positionnement des uns et des autres. En ayant aussi conscience que il y a aussi des oligarques européens qui se précipitent pour aller faire des affaires avec Trump. Voilà. CGM, il n'y a pas très longtemps, fort de tous les cadeaux fiscaux qu'on lui a fait avec la taxe au tonnage, fait des propositions à Trump. Donc, j'allais dire que quelque part, cette taxation, elle ne va pas pouvoir être liée seulement à la nationalité. Elle va être liée aussi à l'endroit où on fait les affaires. Autrement dit, il y a des oligarques européens qui continuent à faire qui vont même profiter de Trumpy pour essayer d'aller faire des affaires aux États-Unis. Bon, il faudra le considérer. Mais moi, je pense effectivement qu'il faut, globalement, ce qu'on est en train de dire, et là, je pense qu'on est d'accord, c'est n'allons pas prendre des mesures de rétorsion qui, en réalité, feraient mal d'abord au porte-monnaie de tous les citoyens européens, mais allons prendre des mesures de rétorsion par rapport à ceux qui pourraient bénéficier en réalité des mesures de Trump. Bon, donc, on en revient à la même chose, c'est-à-dire à l'oligarchie financière, c'est-à-dire celle qui, depuis une trentaine d'années, quelque part, s'enrichit sur le dos de tous les productifs. Je schématise un peu, mais je le vois comme ça. Bon, et à commencer, puisque les Américains entraînent une guerre commerciale, à commencer par là. Mais ça va me permettre de dire une deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut se garder... pour aller vite, moi je pense qu'on est dans une situation qui, en termes de crise, a plus à voir avec les crises d'avant la Grande Guerre que des crises financières classiques qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on est sur une crise systémique, incontestablement. Quand vous regardez l'histoire, vous vous apercevez que la première mondialisation capitaliste, celle de la fin du 19e siècle, celle du libre-échange, elle se termine de la même manière en un affrontement entre des blocs économiques, impérialistes, etc., sur la même problématique de marché. Bon, ça se termine par une guerre mondiale, il n'y a pas d'armes de dissuasion à l'époque, mais je crains que nous soyons dans une période comparativement aussi dangereuse. Et à partir de là, je crois que ce que nous devons proposer, alors j'entends bien ce que tu dis, c'est pas seulement un jugement moral, c'est que je pense que la France peut avoir des rapports de force en ayant, y compris des échanges avec certains pays européens et du monde qui ont les mêmes problématiques qu'elle. Ce qu'on peut proposer, c'est pas seulement, à mon avis, de regarder les mesures de rétorsion, mais c'est de proposer des mesures qui soient une alternative à la fois au libre-échange, parce que je crois que la question, c'est pas de se dire on va revenir à la période dorée du libre-échange d'avant Trump. Je pense qu'elle est terminée, mais je ne pense pas que ça soit ça qu'il faille dire, mais pas non plus la guerre commerciale à outrance entre blocs capitalistes que propose Trump. Donc il faut ouvrir une troisième voie. Et je pense que la situation que nous connaissons doit justement nous permettre ça. Bon, c'est pour ça que je parlais par exemple de la question du protectionnisme solidaire, qui n'est pour moi ni le libre-échange, et qui d'ailleurs nécessite des accords commerciaux bilatéraux avec d'autres espaces, mais qui repose aussi sur, écologiquement c'est plutôt bon, sur une souveraineté industrielle, agricole plus forte, sur des circuits courts, sur le fait de protéger par certaines taxations, par exemple taxation kilométrique, sur des produits faits à l'extérieur, sur des coûts écologiques et sociaux moindres. Je pense qu'on doit avoir une réflexion globale sur qu'est-ce qu'on propose comme alternative au système passé et à celui que nous propose Trump, qui, si on va au bout du bout, nous entraîne vers des guerres, quoi. Et incontestablement, et de plus en plus, qui existent déjà, mais qui seraient de plus en plus frappantes. Voilà, et je crois que c'est ça dont on doit profiter de ce moment pour redessiner ça. Pas seulement prendre des mesures de rétorsion, et en gros, pas seulement se mettre dans la peau de la constitution d'un bloc qui va faire concurrence finalement avec la Chine, avec les États-Unis sur les mêmes armes, parce que j'ai peur que tout ça termine très mal. Oui, j'ai une part d'accord, une part de désaccord. Je commence par le désaccord rapidement. Déjà pas mal. Non, mais c'est pour ça. Non, mais je dis avec Gabriel, avec toi aussi sur la partie rapport de force. Bon, je pense que l'essentiel quand même de la difficulté qu'on a avec les États-Unis,
c'est quand même, au-delà de Trump, c'est quand même un décalage en matière de productivité et d'innovation depuis une vingtaine d'années. Donc il faut quand même que les politiques nationales qu'on mène, nonobstant, j'y reviens immédiatement, la dimension internationale, aillent dans ce sens-là. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas qu'un choc massif de prélèvements en France permette de faire cela. Je crois au contraire que ça ferait reculer les investissements, l'innovation et la compétitivité qui resteront, a fortiori si on est dans un monde de rapports de force, des instruments absolument majeurs de défense de nos principes et de nos valeurs. Ensuite, pour réagir à ce que disait Gabriel, et j'avais lu les papiers que tu avais fait. Là où j'ai un point d'accord avec ce qui a été dit, c'est que je pense qu'il y a 2 temps dans la réponse européenne. Il y a un temps de riposte pur et simple, de bras de fer avec les États-Unis en réponse aux droits de douane. Il faut effectivement arriver à trouver cette riposte qui fait mal aux États-Unis sans nous faire trop mal à nous-mêmes. En ce sens, on a cité le service numérique, service financier. Je pense que la question fiscale que tu évoques doit absolument être intégrée dedans. J'avais moins travaillé que toi naturellement sur cette question-là, mais intuitivement, je trouve que ça va exactement dans la direction qu'il faut poursuivre. Et après, il y a un deuxième élément qui me paraît vraiment très important dans ce que tu dis, c'est que la réponse qu'on doit faire, et je pense que c'est une grande différence avec Trump, doit préparer une vision alternative de la mondialisation. Et je pense que c'est très important que l'Europe ne soit pas uniquement en réaction à ce que font les États-Unis ou en défense d'une mondialisation qui dysfonctionnait d'ores et déjà dans les années 2010 et qui explique aussi que le discours trumpiste trouve tant d'écho. Ça ne vient pas complètement de nulle part, mais porte une vision alternative. J'ai commencé la discussion en disant que je trouvais qu'une des difficultés qu'on avait, c'était que la mondialisation commerciale créait des gagnants et des perdants et qu'on avait du mal à redistribuer des premiers vers les seconds. Et d'une certaine manière, je conclurai aussi là-dessus. C'est-à-dire, je pense qu'il faut préserver l'ouverture commerciale internationale. Bien sûr, il faut pouvoir la réguler, notamment eu égard à la question environnementale. C'est tout le débat sur la taxe carbone aux frontières qu'il faut intégrer dans cette politique commerciale-là, mais de manière générale, il me semble très important de préserver les échanges commerciaux internationaux de l'effondrement qui les menace, qui n'est même pas un retour aux années 30, puisqu'en réalité, on est très au-dessus maintenant des tarifs des années 30 avec un risque de récession, mais qu'il faut en revanche que l'Europe propose un agenda de régulation macroéconomique et financier. Parce que je crois que c'est là la cause profonde des maux de la mondialisation. Et donc ça passe par cette question fiscale que tu évoquais, Gabriel. Ça passe probablement aussi par les questions macroéconomiques. Moi, j'avais fait des propositions qui portaient plus sur la régulation des taux de change et des politiques macro avec, en gros, si je caricature, une Europe qui n'investit pas assez, une Chine qui épargne trop et des États-Unis qui consolident pas assez. Et je pense que d'avoir une proposition européenne de ce point de vue-là sera absolument nécessaire dans les 6 mois qui viennent. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup à tous pour votre attention.